Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine Réflexion de rédaction du samedi 13 février 2021. Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout, dans toutes les 3 communes de la ville de Matadi. Là, je vois nos amis de la commune d'Imvouzi, nos amis de la commune de Nzanza, ainsi que nos amis de la commune de Matadi. Pourquoi pas aussi nos amis de la cité d'Inga, partout vous nous suivez, à Boma, partout en tout cas. Nous vous souhaitons un excellent week-end à vous tous. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes 2 confrères avec eux. Nous allons parler de l'actualité. L'actualité oblige bien sûr. Nous avons 2 thèmes à exploiter au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Au niveau national, nous allons parler de la réouverture des écoles et universités le 22 février prochain. Ça, c'est le premier thème. Et le deuxième, nous allons analyser le discours de Martin Fayoulou, l'opposant Martin Fayoulou. Vous savez très bien, il a tenu un point de presse le 11 février dernier. Il a parlé et ensemble avec mes confrères, nous allons essayer d'analyser tous ses propos. Et au niveau provincial, nous allons parler bien sûr du parachèvement du stade de Lumumba. Hier, le gouverneur de province ainsi que le ministre provincial de loisirs et sports, ils ont reçu la délégation de la société Sodimas pour parachever, pour les contrats, voilà, pour la signature du contrat en vue de parachever les travaux du stade de Lumumba. Nous allons parler de ça aussi, l'insécurité au niveau provincial, précisément dans la ville de Matadi. Pourquoi pas aussi parler de la pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville. Si nous aurons le temps, bien sûr, nous allons en parler. J'ai dit déjà bonsoir à mon invité, à mon confrère Roger Missamou, qui est à ma gauche, à qui je dis salut, Roger Missamou. Salut Marie-France Bengo, salut à tous les téléspectateurs de ma bannière télévision et un grand plaisir pour moi de partager ces plateaux ensemble avec vous, mais aussi mon confrère en même temps interlocuteur Olivier Nzaou qui est présent sur ces plateaux pour le cadre de l'émission chérie de nos téléspectateurs, Réflexion des rédactions. Et à travers cette émission, ils ont suivre bien sûr des réflexions, pas individuelles, mais des réflexions des rédactions. Merci, il est rédacteur à la rédaction de ma bannière télévision, Roger Missamou. Et je dis salut à Olivier Nzaou, il est rédacteur, il est journaliste à la radio télé Atlantique RTA. Monsieur Olivier Nzaou, je vous reçois. Salut Marie-France Bengo, et je me sens très heureux de partager ces mêmes plateaux avec vous. Merci. Et en face de mon co-débatteur qui est Roger Missamou, dont l'objectif est d'apporter, d'éclairer l'opinion qui auront bien sûr le réel plaisir de suivre cette émission qui est donc la réflexion des rédactions. Merci beaucoup. Vous avez donc suivi, compris que ce sont là nos 2 invités. 10 jours. Monsieur Olivier Nzaou, nous avons tout suivi. La réouverture des écoles et universités prévue pour le 22 février prochain. Après 2 mois d'arrêt des cours, un congé forcé prolongé. Enfin, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Une décision encouragée prise par nos autorités. Bravo, parce que tout le monde attendait à ce que cette décision-là soit prise. Et aujourd'hui, les élèves vont devoir reprendre les bons chemins de l'école. Ça, nous encourageons. Bravo aux autorités, puisque il y a, comme qui dirait un adage, un peuple bien scolarisé constitue une main-d'œuvre utile à la nation. Donc aujourd'hui, si les élèves vont devoir reprendre ces bons chemins de l'école, on ne peut qu'encourager les autorités, parce qu'on ne sait pas comprendre, priver les élèves l'éducation au moment où tout le monde dit qu'il y a Covid, mais les restaurants sont en train de fonctionner, les églises sont en train de fonctionner également, les terrasses, bars et tout sont en train de fonctionner, mais l'éducation des enfants... les enfants n'ont pas accès à l'école, ça, on ne savait pas les comprendre. Mais aujourd'hui, comme cette décision-là est prise, nous encourageons également les autorités. Oui, vous avez fait allusion aux bars, terrasses, églises et autres, parce que là, ce sont des adultes qui se protègent. Est-ce que nos enfants seront en mesure de se protéger? Seulement les adultes qui vont dans des bars, dans des terrasses, dans des restaurants. Non, détrompez-vous. Aujourd'hui, si... vous allez faire bien sûr un tour le soir dans des bars, restaurants et terrasses. Vous n'allez pas trouver que les adultes. Il y a aussi les enfants.
les adolescents qui viennent aussi dans des bars pour prendre quelque chose. Ce ne sont pas tout simplement les adultes qui vont dans des bars pour prendre quelque chose, mais les enfants aussi partent. Et même les mamans accompagnent aussi, amènent aussi leurs enfants dans des bars. Prenez l'exemple, je ne voudrais pas ici citer certains restaurants de la ville pour raison de publicité, okay. Mais du moins, vous le savez fort bien qu'il y a de ces mamans-là qui se rendent dans ces milieux-là avec leurs enfants. Avec des bébés, voire même. Monsieur Roger Missamou, la réouverture des écoles et universités dans les prochains jours, la décision prise après plusieurs réunions entre les comités multisectoriels de riposte contre la COVID-19 et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Enfin, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Comment avez-vous trouvé cette décision? Merci beaucoup. Au nom et pour les comptes de ma rédaction, nous avions beaucoup analysé cela et nous avions jugé bon cette décision. Donc c'est une sage décision. Seulement que nous pouvons dire que c'est une décision qui est arrivée un peu tardive puisqu'il fallait un peu anticiper et pouvoir renforcer justement les mesures barrières au niveau des écoles, au niveau des universités. Lorsque vous venez d'évoquer l'histoire des adultes qui se rendent dans les bars, ainsi de suite, restaurants, ce n'est pas pour cette raison que les autorités ont laissé les bars et restaurants fonctionner. C'est pour des raisons économiques. D'abord, l'économie de la République démocratique du Congo a été fortement fragilisée depuis la déclaration de l'état d'urgence. Et après la levée de l'état d'urgence, il fallait que l'économie puisse un peu de remonter. Mais là, la deuxième vague au coronavirus qui s'est pointée, il fallait également anticiper, sinon prendre des mesures pour lutter contre ces virus. C'est comme ça que les autorités ont pris des mesures par rapport à sa contamination. Donc c'est comme ça qu'on a suspendu les écoles et les universités. C'était depuis le 18 décembre 2020 et aujourd'hui, il nous annonce déjà la réouverture des activités scolaires, la reprise des activités scolaires académiques pour le 22 février de cette année, donc 2021. En tout cas, nous ne pouvons que saluer cette décision et attirer également l'attention des autorités, tant scolaires qu'académiques, de pouvoir prendre des dispositions nécessaires en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Il faut qu'il y ait des lave-mains déjà dans les salles de classe. Il faut que le port de masque soit obligatoire. L'enfant ne peut enlever son masque, c'est lorsque l'enfant veut intervenir. Donc, en tout cas, il faut qu'il y ait une police sanitaire dans les écoles, mais aussi universités, puisque c'est très, très important. Donc, par rapport à l'âge, ce n'est pas l'âge, puisque si on ne parlait que des adultes, les universités allaient fonctionner normalement. Mais comme les universités également étaient fonctionnées, c'est puisqu'on avait peur de l'attroupement, puisqu'on avait peur de la propagation du virus. Donc, on a laissé les bars et autres endroits commerciaux fonctionner pour des raisons purement économiques. Voilà ce que nous pouvons dire. Et dans ce même cas d'idée, excusez-moi, je vais essayer un peu de chuter, et nous devons également rappeler qu'il y a le couvre-feu qui a été décrété également en cette même date du 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin. Et par rapport à cette nouvelle décision qui a été prise à l'issue d'une réunion du comité multisectoriel, puisqu'ils ont constaté la baisse de la courbe épidémique du Covid-19, donc il y a plus assez de cas de contamination par rapport au départ, eh bien, ils ont décidé de maintenir le couvre-feu. Donc, le couvre-feu est maintenu. Il n'y a que la reprise des activités scolaires et académiques. Le couvre-feu est maintenu, mais dans notre environnement, nous savons qu'il y a des étudiants qui font la vacation soir. Et la vacation soir, c'est les cours commencent peut-être de 17h à 21h. Donc, dans ces institutions supérieures et académiques, les autorités doivent chercher à essayer un peu de réduire, donc réduire les heures des cours. Si les cours commençaient à 17h pour terminer à 21h, ils sont obligés de ramener les cours peut-être à 20h juste et laisser les étudiants rentrer en paix avant le début du couvre-feu. Monsieur Roger Missamou, les soucis de la population est au niveau des élèves de l'école maternelle et primaire. Pourquoi? Parce que ce sont encore des enfants. Ils disent que les enfants sont des portes de maladies. Une fois contaminés directement, ils amènent à la maison. Vous savez, la rédaction de Ma Bannière Télévision a beau travailler là-dessus, sur la reprise des écoles. Nous avons vu les élèves avaient cette envie de reprendre l'école. Mais non, il fallait restructurer les choses ou bien réorganiser autrement. Choisir les classes
pas toutes les classes qui doivent reprendre. Merci beaucoup. À ce niveau ici... Là, c'est au niveau de la population. Oui, la population s'inquiète oui, là-dessus. C'est vrai, la population a quand même intérêt à s'inquiéter, mais tout le monde a besoin de l'éducation, même ces élèves également qui sont au niveau maternel, ils ont besoin de cette éducation. Eh bien, question de prendre seulement des dispositions nécessaires pour lutter contre la propagation. Parmi les dispositions nécessaires, nous avons parlé du port de masque. Mais pour les enfants de l'école maternelle, ils ne seront pas à mesure de gérer le masque. Donc, il faut jouer avec eux sur la distanciation sociale. Essayer un peu de le séparer comme il faut et le virus ne va pas se propager dans notre environnement. Monsieur Olivier Nzaou, c'est le mois de février déjà, il reste pratiquement 4 mois pour boucler l'année édition 2020-2021. Est-ce que nos élèves seront en mesure de défendre cette année? Je ne sais pas, est-ce que le ministre a eu encore le temps de réaménager les calendriers pour cette reprise? Je ne sais pas. Mais du moins, pendant 4 mois, je crois que les élèves, tous les programmes, à mon humble avis, ne sera pas respecté. Pourquoi? Parce que les temps 2 mois est vraiment donc trop réduit. Je crois que les enseignants ne seront pas bien sûr à mesure de pouvoir donner les programmes tout entiers par rapport aux attentes du ministre. Donc je crois que c'est à ce niveau, au niveau où nous sommes, je crois que le ministre de l'EPST devrait réajuster son calendrier pour essayer d'élargir. S'il faut encore ajouter quelques jours pour permettre également aux enseignants de pouvoir donner les matières nécessaires pour les élèves. Nissamou, Roger, 4 mois. En tout cas, il faut commencer d'abord par remémorer les élèves, les mémoires des élèves, puisqu'ils ont perdu beaucoup de matières. Il faut commencer par une remise à niveau et dès qu'ils auront le niveau nécessaire pour entamer, ils vont évoluer avec le cours. Mais en tout cas, les réajustements, sinon le réaménagement technique du calendrier, tant scolaire qu'académique, est obligatoire à ce niveau. Ils ne peuvent pas passer sans les réaménagements, sinon on va travailler à perte. Et la reprise des activités scolaires, ce n'est pas pour plaire aux gens, mais c'est pour permettre aux enfants, aux élèves et aux étudiants de bien maîtriser la matière. Et si on ne le fait pas, vraiment, ça sera une perte pour la République, d'autant plus que les élèves et les étudiants n'auront pas le temps de maîtriser la matière comme il faut. Merci. C'était là notre premier, comme on dit, point A, notre premier grand thème. Maintenant, le point A, nous passons au point B, le point de presse qu'a tenu Martin Fayoulou, l'opposant, le coordonnateur de la MOUCA, de la plateforme La MOUCA. Il a tenu un point de presse depuis le jeudi 11 février dernier. Il a dit des choses, vous avez suivi. Il a parlé, il appelle un dialogue entre Kabila, il a dit Kabila et Tshisekedi sont toujours ensemble, marionnette reste toujours marionnette. Monsieur Olivier Nzaou, votre analyse, dites-nous d'abord, comment avez-vous trouvé cette sortie médiatique de l'opposant Martin Fayoulou? À un certain niveau, je me suis toujours dit, en dehors du fait que Martin Fayoulou soit politicien, partant de ses propos, je me permets de le dire aujourd'hui que Martin Fayoulou a un problème personnel avec le président de la République. Je crois que les amis qui sont en train de nous suivre à la maison, certains seront d'avis bien sûr avec moi. Mais les autres peut-être... Un problème particulier, expliquez-vous. Juste aujourd'hui, ils réclament la vérité des on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre la haine qu'a Martin Fayoulou vis-à-vis de son frère, dont il prie dans une même église avec le président de la République. Parce que à chaque fois, c'est tout. Martin Fayoulou n'a jamais tenu des propos satisfaisants à l'endroit du président de la République. Il n'y a que des propos qui fistrent. Nous l'avions vécu à l'époque d'Étienne Tshisekedi. Il déclarait aussi que c'était lui le président élu. C'est la même. Vous ne voyez pas que Fayoulou est le portrait craché de Étienne Tshisekedi. Qui était le président élu? Fayoulou? Non, je parle d'Étienne, le père. Ouamoulumba, Étienne Tshisekedi, lui aussi réclamé. Il disait que c'est lui qui était le président. Mais non, bon, l'aspect là ne donnait pas l'apparence de la haine que Martin Fayoulou nous fait montrer aujourd'hui. Non.
Ça, ce que nous montre Martin Fayulu aujourd'hui, c'est de la haine. On ne peut pas comprendre son apparition. Il a tenu une conférence de presse en disant que le président Félix Tshisekedi serait marionnette. Marionnette va rester toujours marionnette. Donc, à ce niveau ici, on ne sait plus comprendre Martin Fayulu. Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau ici? Certains efforts qui sont en train d'aménager le président de la République doivent être encouragés par Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu ne veut pas comprendre ces efforts-là que le président de la République est en train de faire, montre à sa population. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des propos qui n'honorent pas que Martin Fayulu avait tenu à l'endroit du président de la République, mais on doit aussi encourager certaines actions qui sont en train d'être menées par ces présidents de la République. On ne peut pas toujours regarder les côtés négatifs de quelqu'un, mais on doit aussi tenir compte, parler aussi de son côté positif. C'est vrai que le président de la République peut avoir des côtés négatifs, mais Martin Fayulu doit aussi avoir ce courage-là de parler aussi des côtés positifs du président de la République. Non pas seulement parler des côtés négatifs. Cette sortie non, médiatique. Sa sortie médiatique, sincèrement, je la trouve pas du tout bonne, cette sortie-là, puisque pour moi, c'était pas nécessaire que Martin Fayulu puisse tenir tous ces genres de propos dont il avait tenu pendant ces points de presse-là. En principe, à ce stade ici, Martin Fayulu doit s'affilier derrière, quoi qu'il soit opposant, c'est vrai, mais un opposant qui va aussi être un peu large pour essayer de comprendre les efforts que le président de la République est en train d'aménager pour le bien-être de sa population. L'opposant m'a dit Fayulu, Martin a tenu un point de presse, M. Roger Missamou. Il a parlé, il a soulevé quelques points négatifs selon lui, son langage que lui, Martin Fayulu. Il a dit une marionnette reste une marionnette, Kabila et Tshisekedi forment une seule personne. D'après lui, l'union sacrée, on peut rien attendre des bons de l'union sacrée de la nation. Bon, ça c'est Martin Fayulu m'a dit, et ça n'engage que lui, puisque c'est son propre point de vue, et j'espère qu'il a réfléchi avant de dire cela. Il n'a pas seulement dit les côtés négatifs qui, mon confrère a qualifié de la haine, mais il a également soulevé d'autres points qui ont également été abordés par d'autres personnalités. Je vous prends également les points de la violation de la Constitution. Martin Fayulu a dit que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de violer la Constitution, mais aussi les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Donc ça, c'est lui, Martin Fayulu. Ici, nous sommes en politique. À ce niveau ici, nous devons savoir que Martin Fayulu Madidi est un opposant. Et quel type d'opposant? Pas un opposant qui fait l'opposition républicaine, mais il fait l'opposition radicale. Donc, nier tout. Ça, c'est sa mission. C'est comme ça qu'il fait sa politique. C'est un opposant et il fait l'opposition radicale. Donc, tout ce qu'il a dit là, que ce soit outrageant ou je ne sais comment, ça c'est sa mission. Et il a dit plusieurs choses. Il a également parlé de l'union sacrée de la nation. Pour lui, l'union sacrée n'aboutira à rien, que le peuple congolais ne puisse rien attendre de ça. Je vais vous dire une chose. L'union sacrée, c'est comme une grossesse. On peut dire à une femme que vous êtes enceinte. Et la femme, du coup, va revendiquer pour dire non, je ne suis pas enceinte. Mais sans oublier que la grossesse va toujours de l'avant. Donc, si réellement Martin Fayulu Madidi a dit vrai qu'on ne peut pas s'attendre de l'union sacrée, puisque les personnalités qui sont là n'ont pas les soucis du peuple, ils ne vont rien faire, eh bien, l'État va confronter Martin Fayulu Madidi, puisque l'État va démontrer à la population que Martin Fayulu a raison ou pas. Et s'il a dit, je l'ai dit, peut-être qu'il a ses propres raisons. Mais à fil du temps, nous saurons si c'est réel que l'union sacrée va apporter quelque chose de meilleur à la population, ou soit l'union sacrée va également suivre
la ligne de la coalition FCC-CACH. Donc, évitons un peu de qualifier encore Martin Fayulu aîné. L'État va nous donner raison. Il a insisté sur la tenue des élections en 2023. Il pressent qu'il n'y aura pas élection ou comment, M. Roger? Oui, c'est un politicien. C'est un politicien, quand je dis ça, il a déjà réfléchi, il fait déjà ses analyses. Il voit déjà les calculs de l'autre côté. Il pense que de l'autre côté, ils n'ont pas besoin d'organiser les élections. Puisqu'on est au pouvoir, d'abord, la mission d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et également les conserver le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, dès qu'on parle déjà du pragmatisme politique, et on risque d'aller en 2025 puisque c'est le pragmatisme politique. C'est comme ça qu'il faut toujours avertir. Même vous avez suivi la Belgique également, qui a interpellé Félix Tshisekedi que nous sommes prêts à vous soutenir, mais à condition que vous puissiez respecter la Constitution et tenir les élections, organiser les élections dans les délais raisonnables. Les délais raisonnables, c'est en 2023. Donc s'il a dit, il a raison d'éveiller quand même la conscience de la population qu'en 2023, il faut qu'il y ait des élections et qu'il n'y ait pas de manœuvres dilatoires pour retarder les élections. Mais c'est Olivier Nzaou, qu'est-ce qui peut retarder qu'il n'y ait pas la tenue des élections en 2023? Je crois que cette prérogative-là n'est pas réservée à nous. Ce n'est pas à nous de dire est-ce qu'il y aura élection en 2023 ou il n'y en aura pas. C'est à la CENI. Également, le gouvernement partant des moyens que... Non, il pressent qu'il y a quelque chose qui peut... C'est partant aux moyens que les gouvernements vont devoir disponibiliser pour permettre à ceux qui puissent avoir les élections en 2023. Ce n'est pas le problème de Martin Fayulu. Lui peut pressentir qu'il n'y aura pas élection. Mais si le gouvernement disponibilise les moyens qu'il faut et la CENI met le calendrier pour 2023, qu'est-ce que Martin Fayulu viendra encore dire là-dessus? Tu ne vois pas que... bon, je vais poursuivre en disant que Martin Fayulu aujourd'hui peut encore multiplier ces différentes sorties-là. Ça ne va pas changer la position du président de la République. Le président de la République est très déterminé dans tout ce qu'il est en train de faire et il ne veut pas que quelqu'un puisse se retrouver à son chemin également pour essayer de les décourager. Donc le président de la République va poursuivre sa vision et avant qu'on arrive en 2023, je crois que le peuple congolais finira par applaudir le président de la République. Le peuple congolais finira par applaudir le président. C'était notre premier thème. Nous passons à notre second au niveau provincial. Le premier tiré, le parachèvement du stade Lumumba. Hier, il y a eu une rencontre entre le ministre provincial des Sports et Loisirs et le gouverneur du province, ainsi que la délégation de la société Sodimas. C'est ça, Roger Misamou? Oui, Sodimas. Parlez-nous un peu. Quel a été ou comment est-ce que la rédaction de Ma Bannière Télévision a pu traiter cet élément? Merci beaucoup, Marie-France Ebengo. Je prends la parole en riant, puisque personne ne peut ignorer que la rédaction de Ma Bannière Télévision a beaucoup fouillé sur ces dossiers et qu'on n'est pas ignoré, qu'on ne peut pas ignorer ces dossiers. On peut rédiger un papier sur ça sans pourtant voir les papiers. Donc on ferme les yeux mais on rédige un papier puisqu'on a suffisamment la maîtrise sur ça. Nous avons enquêté sur ça, Marie-France Ebengo, je rappelle aux téléspectateurs, à travers notre émission Dossier d'enquête. Nous avons parlé du protocole d'accord. Ici, le contrat est déjà signé. Le contrat a été signé hier. Qui a signé le contrat pour les comptes de la province? C'est le ministre provincial des Sports et Loisirs. Je vais revenir en arrière pour vous parler de la signature du protocole d'accord. Qui a signé le protocole d'accord pour ces contrats? C'était le ministre des Infrastructures. Donc, voyez déjà cette incompatibilité. Comment ça explique? Et à ce niveau ici, je vais rappeler aux téléspectateurs que cette prérogative de signer ces contrats de parachèvement des travaux du stade Lumumba ne revient pas au ministre des Sports et Loisirs. Là, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas aîné, mais en tout cas, ce n'est que la vérité. C'est une prérogative qui revient au ministre, sinon au ministère, pour ne pas particulariser. C'est une prérogative qui revient au ministère des Infrastructures et Travaux Publics.
puisque ces ministères, c'est les ministères attitrés. C'est lui les techniciens. C'est ce ministère-là qui sait comment suivre les travaux, qui sait comment juger la qualité du travail qui sera bâti. Mais dès lors qu'on le donne déjà à un sportif, au ministère des Sports et Loisirs, qui est censé signer des contrats en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne les relations, peut-être des clubs, peut-être de promouvoir le football au niveau de la province, soit d'autres disciplines sportives, mais qui va s'infiltrer dans l'infrastructure, tout en rappelant que les stades Lumumba, ces travaux, ce sont des travaux de grande envergure qu'il ne faut pas donner à n'importe qui. Et qu'est-ce qui a bloqué la société Sodimas à pouvoir signer les contrats avec le ministère des ITPR? Nous savons avec vous, Marie-France, le ministère des ITPR a demandé une série de documents à la société Sodimas Congo, donc de fournir des pièces justificatives à la société, au ministère des ITPR pour pouvoir confirmer que vraiment cette société est à mesure d'exécuter ses travaux de grande envergure. Et il ne s'agit pas également d'une mince somme, il s'agit de 9 millions de dollars américains. À cette étape, ils ont déjà fourni de précisions ou des documents s'il nécessaires vous pour plaît, arriver à cette s'il vous plaît, s'ils les ont fournis, ça allait être le ministère, ça allait être le ministre des ITPR qui allait signer ce contrat. Si ce n'est pas ce ministre qui a signé ce contrat, ça signifie qu'il y a anguille sous roche. Donc, ils ont dévié les ministères des ITPR. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour les autres. Qui sont ces autres-là? Nous allons mener des recherches, nous allons contacter ceux-là qui travaillent je n'ai pas parlé de la division ministère. C'est trop clair déjà, Marie-France. Pour en savoir un peu plus là-dessus. Monsieur Olivier Nzaou, hier, il y a eu signature du contrat entre la société et le gouvernement. Quelle analyse faites-vous? Parce que monsieur Roger Missam vient d'évoquer, il y a un peu des graves irrégularités. Que dites-vous par rapport à ça? Dossier Stade Lumumba, une plaie inguérissable. On en parle presque tous les jours. Ce dossier, on en parle presque tous les jours, le dossier Stade Lumumba. On ne peut pas faire une descente sur terrain pour terminer les travaux du Stade Lumumba sans pourtant que cette descente puisse se faire avec les techniciens à la matière. Qui est donc les techniciens à la matière? C'est donc les ministères des ITPR, le ministre lui-même, parce que c'est lui le technicien. Il a tout un cabinet. Et ces cabinets-là vont devoir faire les études de faisabilité pour enfin permettre à ceux-là qui viendront faire exécuter les fins des travaux de ces stades-là. Mais lorsque cette descente-là s'est faite sans être accompagné par celui qui est le technicien à la matière, mais on ne va pas aboutir. Et on comprend directement que dans ce dossier-là, il y a à manger et à boire. Il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, on parle de 9 millions qui va être déboursé pour permettre enfin que le stade Lumumba soit enfin parachevé. 9 millions, oui. 9 millions. Dans 2 ans. 9 millions de dollars. Oui. Ouais. On parle au Congo, on parle que des dollars. S'il faut parler en francs Congo, s'il faut parler en milliards, on va parler des francs. Mais s'il faut parler de millions, c'est en dollars. Ça, tout le monde le sait. Au Congo, tout le monde le sait. Alors, donc moi, je pense que les dossiers Stade Lumumba, jusque-là, posent encore problème. Ces dossiers ici, j'ai un pli à en parler. Parce que on comprend qu'il y a à manger. C'est vrai que les 9 millions-là vont être remboursés pendant des ans. Mais qui va devoir rembourser ces 9 millions-là? C'est la province qui va devoir rembourser ces 9 millions. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, court ces risques de non-respect de contrat. Je pense que la société Sodimas ici, ce n'est pas la société qui avait commencé les travaux du Stade Lumumba, je ne pense pas. C'est une autre société qui avait commencé les travaux du Stade Lumumba. Mais pourquoi ne pas rentrer avec la même société pour que cette société-là
revienne et puis parachever enfin les travaux de Stade Lumumba. Vous partez recourir avec une autre entreprise qui est Sodimas. Est-ce que la société Sodimas ici, est-ce que c'est une société crédible? Qu'est-ce que cette société a déjà fait en termes de construction du stade, des stades? Je crois que oui. Ce qui allait démontrer la crédibilité de cette société, c'est de pouvoir fournir les pièces que le ministère des ITPR a sollicitées. Comme ce n'est pas fourni, en tout cas, on a encore des inquiétudes. On a encore des inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit aujourd'hui qu'en voyant ce que mon co-débatteur venait de dire, Roger Missamou, des éléments qu'il venait de nous évoquer là, on constate que avec Sodimas, avec la société Sodimas ici, on ne va pas aboutir à de bons résultats. Là, c'est d'après M. Olivier Nzaou. M. Roger Missamou, vous avez parlé de graves irrégularités autour de ces contrats parce qu'il y a eu absence du ministre des ITPR. En tout cas, les techniciens à la matière n'est pas associés. C'est comme si il y a une activité et qu'il faut qu'il y ait une couverture médiatique. La couverture médiatique, on sait déjà que les journalistes doivent aller sur terrain. Et du coup, on va prendre peut-être des maçons. Oh non, venez couvrir cette cérémonie. Alors que c'est la compétence d'un journaliste. Donc, dès lors que nous nous retrouvons dans cette situation, nous devons déjà nous dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, puisqu'on a déjà combattu, où il y avait déjà de guerres au sein du gouvernement provincial, entre les ministères des ITPR et d'autres ministères. En tout cas, ils sont en train de courir derrière quelque chose. Et les 9 millions ici, sa gestion, c'est encore douteuse, puisque il y a tout un ministère. Les ministères attitrés n'est pas associé. Donc à ce niveau ici, vraiment, on se réserve, mais on peut pas trop attendre de la société Sodimas, puisque rien ne nous garantit. Rien ne nous garantit. On nous prend le ministère des Sports et Loisirs qui va superviser les travaux de construction d'un stade, des travaux de grande envergure. En tout cas, Marie-France et chers téléspectateurs, la province du Congo central prend une mauvaise direction par rapport à ça. Et s'il faut revenir en arrière, en tout cas aux autorités de revenir en arrière, puisque ça peut nous amener des ennuis et ça peut amener des graves conséquences les jours à venir. Merci. Parlons à présent de l'insécurité au niveau de la province, particulièrement précisément dans notre ville portière de Matadi, M. Roger Missamou. Marie-France Ebengo, merci beaucoup une fois de plus pour la parole. En tout cas, tout va presque mal dans la province. D'ailleurs, le sujet que nous venons d'évoquer, il y a trop de négativité. Et au niveau également de l'insécurité, il n'y a presque que la négativité. Pourquoi je dis ça? C'est tous les jours qu'il y a des menaces. C'est presque chaque semaine qu'il y a des tentatives d'assassinat. Et la semaine qui s'achève ici, il y a également un monsieur qui a été assassiné à Nzanza Abaouba par des voleurs à main armée. D'abord, nos services de sécurité sont là. Mais est-ce qu'ils ont la capacité, ils ont la possibilité de pouvoir riposter à cette insécurité? Je dis qu'ils n'ont pas cette possibilité, qu'ils n'ont pas cette capacité. Armes, ils ont des véhicules. Combien de véhicules ont-ils? Ils sont bien équipés. Comment est-ce qu'ils ne sont pas en mesure ne faut pas qu'on puisse nous dérailler un peu. Notre police n'est pas bien équipée. Là, on n'a pas honte de le dire et on n'a pas non plus peur de le dire. Notre police n'est pas équipée. Notre police n'a pas des équipements nécessaires pour pouvoir mener des patrouilles nocturnes peut-être. Il n'y a pas de jeep nécessaire, donc il n'y a pas d'équipement, ils n'ont pas de moyens. Parfois vous appelez un commissariat comme ça que non, nous sommes attaqués quelque part, ils vont vous dire Tozana carburanti. Ça c'est le commissaire qui vous répond comme ça. Vous appelez oh non, Piné ezana mu PPT. Comment est-ce qu'ils vont mener, qu'ils vont accomplir leur mission de sécuriser la population et leurs biens? Marie-France, sur le plan mondial, le budget qui a toujours été élevé dans tous les ministères, dans tous les pays, c'est le budget de la sécurité. Puisque la sécurité, pour garantir la sécurité, ce n'est pas une mince affaire. Il faut beaucoup d'argent. Malheureusement, chez nous ici, on constate que la sécurité est presque négligée. Les éléments de la police ne sont pas bien pris en charge. Comment est-ce qu'ils vont vous protéger?
comment est-ce qu'ils vont protéger la nation? Comment est-ce qu'ils vont protéger les institutions? Lorsqu'il y a des marches, vous allez voir des milliers de policiers dans la rue. Alors qu'ici, il s'agit de protéger la population et ils n'ont pas des équipements nécessaires pour protéger la population. Donc, ils n'ont pas, en bref, ils n'ont pas des moyens nécessaires, Marie-France. Merci, M. Roger Missamou. M. Olivier Nzao, je reviens à vous. L'insécurité bat son plaid dans la ville portière de Matadi. Il y a des cas d'assassinat par-ci, par-là, des paisibles citoyens. Qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui fait que cette situation persiste? On parle de l'insécurité aujourd'hui dans la province parce que la province est mal gérée. Parce que la province est mal gérée. La province n'est pas bien gérée. Elle n'est pas bien gérée, la province. Comme autrefois, j'étais en train de dire ici que la province est en train d'être gérée comme si un papa qui était en train de gérer sa petite maison, sa femme et ses enfants. Et alors, dès lors que nous parlons ici de plus de 10 millions d'habitants qui doivent être sécurisés, ces habitants-là. La ville de Matadi compte dans son sein plus de 5 millions d'habitants. On parle de plus de 5 millions d'habitants. Mais est-ce que ces 5 millions d'habitants-là, qui occupent la ville de Matadi, sont sécurisés? Non. On parle de véhicules de la police. Mais combien de véhicules de la police qui sillonnent la ville de Matadi? Demande aux amis qui habitent Trabeka, est-ce qu'ils ont déjà vu, ne serait-ce qu'une voiture de la police sillonner le quartier Trabeka? Ces habitants-là te diront non. Ils n'ont jamais vu, ne serait-ce qu'un véhicule de la police sillonner le quartier Trabeka. Les amis qui habitent Ndimbantoine n'ont jamais vu la voiture de la police sillonner le quartier Ndimbantoine. Ces voitures-là ne sillonnent que les quartiers Kinkanda, Bouima et les autres quartiers. Vous avez fait un micro-baladeur au niveau de Trabeka. Nous connaissons la vérité, la réalité de la ville, Marie-France Bengo. Nous connaissons la réalité de la ville. Roger Missamou venait de dire ici, dans certains quartiers, lorsque vous appelez un véhicule de la police, que venez, puisque chez nous ici, il y a un problème d'insécurité, ils vont te dire clairement, maman, awa tozana armete, mutu kapero comme la côté na bino ezate. Imaginez une police qui n'a pas d'armes pour aller intervenir à un problème d'insécurité dans un quartier quelconque. Ça, c'est un problème. Et on est victime de cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la province n'est pas bien gérée. La province n'est pas bien gérée. Monsieur Roger, je reviens à vous. Vous avez parlé dans des pays développés, les budgets élevés, c'est au niveau de la sécurité et autres là. Et chez nous, qu'est-ce qui empêche que le budget soit élevé au niveau de la sécurité? Merci beaucoup. Même si on élevait les budgets de la sécurité, ce budget ne sera pas bien exécuté. Pourquoi? Donc, expliquez-vous. Non, nous savons comment notre pays est géré. Que ce soit à l'Est, jusqu'aujourd'hui, on continue à promettre que nous allons éradiquer l'insécurité, mais des milliers de Congolais sont assassinés chaque année, et des centaines presque par semaine. Donc, nous avons un problème de gouvernance, mais au niveau de la province ici, et particulièrement dans la ville de Matadi, pour ne pas s'attaquer seulement aux autorités, il faut également fournir des pistes de solutions. C'est ce que je vais évoquer tout de suite. À ce niveau, je commence par la population. La responsabilité est partagée. Bien que la population n'a pas vraiment une lourde partie, mais la population également a une part de responsabilité. C'est quoi cette part de responsabilité? C'est de pouvoir dénoncer ces inciviques. Puisque ces inciviques, ces Koulouna vivent avec nous. Ils vivent avec la population. Ils ne sont pas sortis des arbres. Ils ne vivent pas au ciel, pas non plus en enfer. Donc, ils vivent ensemble avec nous. Donc à ce niveau-là, nous devons dire que la population doit prendre la responsabilité de dénoncer les personnes qui nous inquiètent tous les jours, puisqu'ils vivent avec nous. Et en dehors de ça, au niveau des autorités, je prends d'abord le maire de la ville. Il ne faut pas seulement se réjouir lorsque vous avez attrapé un Koulouna et que vous allez l'exposer au niveau du commissariat urbain. Il faut d'abord équiper ces commissariats urbains avec des véhicules nécessaires, des véhicules vraiment qui ont la capacité d'arriver presque dans tous les coins de la ville de Matadi. Je prends rapidement, les commissariats urbains n'ont pas de jeep. Okay. Le commissariat urbain n'a pas de jeep, mais a plutôt des véhicules, des voitures, pardon. Hein? Des voitures qui roulent au centre-ville
pour les chauffeurs des IST, ce sont ces voitures-là que la police, commissariat urbain de Matadi Ama. Peut-être 3, mais sur les 3 également, c'est presque impossible de retrouver ces 3 en forme. S'il y en a 3, il y a 2 qui sont en forme et un n'a pas du carburant. Donc, par rapport il faut à les ces faire sujets avant de boucler, M. Olivier Nzaou. Je voudrais par rapport à l'insécurité, je voudrais ici encourager et remercier le maire de la ville qui se bat nuit et jour pour lutter sur ces problèmes d'insécurité. Mais le maire de la ville est seul. Lui seul ne saura pas finir ces problèmes de l'insécurité. Je crois qu'il doit être accompagné. Il doit être accompagné. On doit lui renforcer les éléments pour accompagner ces derniers, pour mieux lutter sur ces problèmes de l'insécurité. Okay. Puisque la population dénonce presque tous les jours, les Koulouna sont arrêtés presque tous les jours. Et après, vous allez voir, on arrête un Koulouna aujourd'hui, 2-3 jours après, vous allez voir ces mêmes Koulouna sillonner la ville de Matadi librement, aisément, sans pourtant être persécutés. La faute revient à qui? Aux magistrats, aux avocats, parce que ce sont eux qui jugent. Je crois que les autorités ont une lourde responsabilité dans ce sens-là. Les autorités doivent veiller sur ces points-là. Okay. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre un Koulouna qui sème de la terreur à la population, on arrête ces Koulouna-là. 2 jours, 3 jours après, on voit ces mêmes Koulouna sillonner aisément, tranquillement la ville, sans être persécutés. Notre dernier sujet, avant de boucler cette émission, la pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi. C'est devenu fréquent, vous sillonnez partout, il y avait des mamans avec des bidons par-ci, des jeunes filles, des jeunes garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'eau. Monsieur Roger Missamo, quel est le rôle de la Régie des eaux? La mission, l'importance de la Régie des eaux de la ville. Sa mission, nous la connaissons tous, c'est de pouvoir produire de l'eau potable à tout le monde. Donc, il faut faciliter l'accès. Même là où l'eau coule, il n'y a pas une bonne qualité d'eau. Faciliter l'accès de tout le monde à l'eau potable. Mais c'est triste puisque nos autorités, ou soit ceux qui ont été placés dans ces entreprises, ne sont presque pas au service de la nation, ou soit ne sont presque pas au service du peuple. Ils se servent seuls, alors qu'ils sont là pour servir la population. Normalement, on doit s'inquiéter lorsqu'il y a une petite partie de la ville qui n'a pas d'électricité, ou soit qui n'a pas d'eau potable. Mais malheureusement, chez nous ici, ils sont presque insensibles. En tout cas, nous allons juste leur dire de pouvoir faire leur travail et d'avoir un peu d'humanisme. Hein? Donc savoir un peu les difficultés des autres, puisqu'ils sont là pour servir la population et non pour se servir. La population a besoin d'eau potable, il faut faciliter tout ça. Et les retards dans le traitement de plusieurs dossiers. Il y a peut-être des tuyaux qui sont peut-être troués quelque part, mais pour les réparer, il faut des années, il faut des semaines, il faut des mois. Alors que ça doit être automatique. Lorsqu'il y a un problème en Zanza avec l'eau potable, au plus tard, demain, il faut les résoudre. Lorsqu'il y a un problème au centre-ville, il faut rapidement les résoudre. Mais ce n'est pas seulement s'agiter lorsque le problème se trouve au niveau du gouvernorat, ou soit au niveau de la résidence officielle du gouverneur, ou soit au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, il faut s'agiter, il faut s'impatienter, il faut vraiment courir en aide à la population lorsqu'il y a un problème. Et ça sera peut-être bien pour la population. Et ça va nous prouver qu'ils sont là pour servir la nation et non se servir. Monsieur Olivier Nzaou, pénurie d'eau partout, même là où il y a l'eau, mais il n'y a pas une eau potable, une bonne qualité d'eau, même dans différents quartiers. À un moment donné, je le disais que la Régie des eaux était à mesure de répondre à 70% aux besoins de la population en termes d'eau potable. Mais les problèmes d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la Régie des eaux? On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comprendre parler de la pénurie d'eau à travers la ville. Ça, je ne sais pas trop pour la Régie des eaux. Parce que les années passées, on ne parlait pas de ces problèmes-là au niveau de la Régie des eaux. Pourquoi? Parce que la Régie des eaux avait eu la chance de travailler avec la société qui venait également pour
renforcer à ce que la régie des eaux puisse être à mesure de bien fournir une bonne eau à sa population. Mais aujourd'hui, la ville est en train de vivre ces problèmes de pénurie d'eau. Ça, je ne sais pas trop au niveau de la régie des eaux, mais ce que j'aimerais demander aux amis qui sont en train de diriger, de faire en sorte que ces problèmes puissent trouver une solution et permettre à la population de retrouver une bonne eau potable. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, je donne à chacun de nous 1 minute avant de boucler cette émission. Monsieur Roger Missamou, je rappelle que vous êtes journaliste maison de Mabanière Télévision. Par rapport à tous les thèmes exploités aujourd'hui, en quelques mots, tu peux nous résumer et donner des pistes, des solutions. Merci beaucoup pour clore cette émission, soit mon intervention. Je commence par l'histoire du contrat. Ce contrat qui a été signé entre Sodimas et le ministère et la province du Congo central à travers le ministère des Sports et Loisirs. En tout cas, il ne faut pas qu'il puisse jouer avec la chose publique, non plus également avec les lois de la République. Lorsqu'on dit qu'il faut signer, puisque l'Assemblée provinciale a même recommandé au ministère de ZITEPER de pouvoir signer les contrats avec la société Sodimas dans le strict respect des lois de la République. Malheureusement, hier, le contrat a été signé presque en violation des lois de la République, mais on retrouve les membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui ont même exigé à ce que le ministère de ZITEPER puisse suivre les normes de la loi relative au marché public. Ça n'a pas été suivi, mais les membres du bureau de l'Assemblée provinciale se sont retrouvés à la cérémonie de la signature du contrat. Pourquoi? Pour quel intérêt? En tout cas, ils se connaissent. Mais à ce niveau, la province prend une mauvaise direction. Ils ont intérêt à rectifier et à revenir dans le bon sens, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça, puisque déjà ça nous inquiète. Et si les travaux ne seront pas exécutés comme il faut, qui sera responsable? Puisque d'abord, le ministère des Sports et Loisirs n'est pas justifiable en ce qui concerne les infrastructures. Et le ministère des Infrastructures est mis de côté. Donc, qui va se justifier au cas où les travaux seront mal exécutés? Donc, ils n'ont pas encore perdu, bien que c'est déjà mauvais, c'est déjà une mauvaise direction. Ils peuvent revenir dans le bon sens et remettre le marché à qui les droits, c'est le ministère des ZITEPER. Donc ici, on ne parle pas des individus, mais on parle des institutions. Vous avez parlé du parachèvement du stade de Lumumba et l'insécurité. En tout cas, là, c'est presque déjà tout dit. Le temps nous est parti. Peut-être prochainement, nous allons en revenir. Mais c'est Olivier. Comme tout Congolais qui espère au développement de son pays, j'aimais lever de voir les choses évoluer dans mon pays. Et puisque le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui prend le contrôle de l'Union africaine, j'aimerais demander au président de réexaminer les projets de son prédécesseur, Mohamed Kadhafi, des res-mémoires, notamment sur les États-Unis d'Afrique, créer une banque africaine d'investissement et les satellites pour réduire les coûts de la communication en Afrique. Et aussi bien voir, bien étudier avec sagesse et intelligence les projets de la vaccination des Africains contre la Covid-19. Parce qu'il y a de ces présidents-là qui sont pour cette vaccination, et il y a de ceux-là qui refusent la vaccination. Et voilà, pour la province, je crois que on doit donner au ministère des ITP la coordination des travaux du stade Lumumba. Au cas contraire, nous n'allons pas aboutir à de bons résultats. Puisque donner au ministre des Sports la coordination de ces travaux-là, qui n'est pas expert en la matière, qui n'est pas technicien en la matière, qui est profane
peut-être que ce terme pourra déranger l'autorité, mais vous n'êtes pas technicien en la matière. On doit donner cette responsabilité-là au ministre qui est technicien en la matière de coordonner ces travaux, les fins des travaux d'ici à Lumumba. Merci Marie-France Ebengo. Merci beaucoup De m'avoir donné l'occasion d'exprimer. Merci beaucoup. Et aussi, merci à mon co-débatteur Merci Roger Bissam. beaucoup à vous, mes invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission Réflexion de rédaction, une émission conçue exclusivement pour des rédacteurs des différentes rédactions de la ville de Matadi, pourquoi pas de la province aussi de notre pays, la RDC. Nous avons pu parler de la réouverture des écoles et universités le 22 février prochain. C'est notre premier thème aussi. Nous avons analysé les discours de l'opposant Martin Fayoulou lors de son point de presse tenu à Kinshasa le jeudi 11 février dernier. Au niveau provincial, nous avons parlé des parachèvements de travaux du stade Lumumba, aussi l'insécurité et la pénurie d'eau dans différents quartiers de la ville de Matadi. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Là, je vois ingénieur Ménard, chef de production, et Shadrach Roy-Manitou, aussi à notre directeur de programme, Monsieur Chamboui, Génie Batoubenga. Merci à vous, les rendez-vous est pris très prochainement.